De tout temps, l'homme a cherché à comprendre le monde qui l'entoure. Il en a créé des cosmogonies et autres mythes, des histoires à raconter et transmettre de génération en génération. L'homme est d'ailleurs par nature un être de récit, et cette caractéristique perdure encore aujourd'hui. Par la suite, l'homme a cherché à mettre au point une méthode plus rationnelle de compréhension du monde réel, et ce en expérimentant et en produisant des connaissances objectives. C'est ainsi qu'il a commencé à quitter le domaine de la croyance et du dogme pour entrer dans celui de la science et de la rationalité. Néanmoins, l'homme reste un amateur de contes, de fiction. Son imagination a besoin d'être alimentée de représentations concrètes, là où les sciences dures sont remplies de concepts abstraits. Qu'en est-il alors de l'art, littéraire, figuratif, etc. Peut-il être mis au service du savoir? Peut-on transmettre de la connaissance objective à partir d'interprétations subjectives et de spéculations se voulant un terreau fertile pour la pensée? Peut-on s'émerveiller tout en gardant son esprit critique et en ne tombant pas dans le piège de la surinterprétation et autres biais cognitifs? Pour répondre à ces questions, j'ai invité 2 jeunes vidéastes et artistes, et un troisième moins jeune. Chacun dans son style associe art et science dans son travail. Aussi, je leur laisse la parole. L'art et la science. 2 disciplines qui n'ont a priori rien en commun. C'est vrai, associer quelque chose d'aussi libre que l'art, d'aussi vaste, avec quelque chose comme la science, caractérisée par une certaine rigueur, cela peut paraître incongru. Pourtant, c'est ce que je fais et ce que je vois régulièrement. Et je ne trouve pas bien cela étrange. Plus jeune, je regardais Walking with Dinosaurs, aussi appelé Sur la Terre des dinosaures de la BBC. Je regardais ces documentaires qui retraçaient en images de synthèse de magnifiques écosystèmes. Et ça me fascinait. Il y a eu Jurassic Park ensuite, qui montrait des animaux sous un autre angle, un peu plus terrifiant, un peu plus horrifiant, sanguinaire, certes, mais toujours aussi fascinant de voir ces animaux en chair et en os. C'est ce qui m'a réellement fait accrocher à la paléontologie. Je connaissais déjà les dinosaures, dans le musée de Bruxelles surtout. Mais ce sont véritablement ces œuvres qui m'ont fait accrocher à cette science. Ça a intensifié ma passion pour les animaux disparus. Il est vrai, l'art vulgarise. Un professeur de physique, par exemple, ne peut pas enseigner la physique comme on fait de la physique. Les gens seraient désintéressés. Il doit faire preuve d'une certaine vulgarisation en faisant des comparaisons avec des objets un peu plus concrets. La vulgarisation est nécessaire pour ça. Et quoi de mieux que l'art pour vulgariser, en touchant un public beaucoup plus large? Car l'art a beau sembler bien libre, c'est quand il est soumis à des règles et à la rigueur qu'il devient le plus intéressant. Et la rigueur passe par exemple par la science. Quand je construis un dinosaure par exemple, en m'appuyant sur les reconstitutions fossiles, c'est une contrainte supplémentaire à respecter. On respecte rigoureusement les proportions de l'animal. Et cette rigueur, c'est ce que nous enseigne la science. Le produit issu de cette fabrication est donc à la fois scientifique en un sens, mais aussi artistique. Et c'est là qu'il est protéiforme. Il peut être abordé de plusieurs manières, de 2 manières. Soit par l'art, avec la question un peu facile de beau ou pas beau, de bien réalisé pour être un peu plus expert, éventuellement la technique de construction. Puis aussi par la science, l'animal représenté, ou la plante par ailleurs. Le comportement, le mode de vie, le régime alimentaire, bref, tout ce genre de choses. Ces 2 passerelles d'art et de science conduisent à la curiosité, inévitablement. Cette curiosité qui caractérise bien l'espèce humaine. Et la science et l'art ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. La science inspire les artistes, les paléo-artistes. Et l'art attire les curieux en sciences.
Cela forme un formidable cercle, inarrêtable, qui conduit à une réciprocité. En un sens, l'art peut se mettre au service de la science, mais avec ses techniques mises en valeur précédemment. Cette rigueur dont elle est capable de faire preuve, ne serait-on pas capable de dire que l'art serait une science? C'est sur cette ouverture que je vous invite comme moi à entamer votre propre réflexion vagabonde. L'art et la science. Dit de cette manière, ces deux disciplines ne semblent pas intimement liées. Et pourtant, ces deux peuvent être alliés lorsque des informations spéculatives doivent être représentées, par exemple. Regardez les paléo-artistes, dotés souvent d'un grand talent afin de représenter les bestioles disparues. Mais on peut aussi observer ces disciplines conjointement dans des livres, des films ou des documentaires. Justement, les documentaires. Si vous ne me connaissez pas, je suis The Dark, heureux détenteur d'un pseudo plus que médiocre, étudiant en licence 1 de biologie et grand fan du travail d'Impossible Pictures sur leur documentaire parlant de la paléozoologie. Je ne suis pas forcément le mieux placé afin de parler d'art, car comme beaucoup de monde, j'ai arrêté l'art plastique en 3e avant de passer au lycée. Mais je m'intéresse de près aux documentaires de la BBC et ils sont un bon exemple de mix entre art et science. Vous les connaissez forcément, sur la Terre des monstres disparus, sur la Terre des dinosaures, les monstres du fond des mers, Prehistoric Park et bien d'autres. Ces documentaires ne sont pas parfaits en termes scientifiques, mais le travail d'artiste réalisé par l'équipe des effets visuels, autant réels qu'informatiques, sont d'une grande aide pour le spectateur afin de se représenter la vie de ces animaux merveilleux. Le côté artistique permet de poser une base d'imagination. La morphologie, les sons, la couleur. Les connaissances paléontologiques sont là pour apporter des informations au spectateur, ce qui est quand même le cœur et l'intérêt des documentaires. Sans ça, cela tiendrait plus du film que du documentaire. Il s'agit donc d'une bonne alliance entre science et paléontologie, car non seulement le spectateur voyage, mais il a une base afin d'imaginer et d'appréhender la faune de l'époque présentée, donnant lieu à de futures réflexions sur le sujet. En les regardant, on ne peut se dire que les disciplines artistiques et les connaissances paléontologiques ne doivent pas être séparées, car elles sont efficaces ensemble afin de capter les néophytes du domaine. Bien sûr, les deux disciplines sont amenées à des dérives. Il suffit de regarder les œuvres de David Peters pour se rendre compte que l'imagination en science est assez utile, mais pas pour faire n'importe quoi. Quand on voit des ptérosaures dotés d'excroissances tégumentaires énormes ou d'épines à la Longisquama, on peut se poser des questions. Bien heureusement, cette personne est souvent discréditée par la communauté scientifique et par les adeptes de la faune du Mésozoïque. De plus, ce genre de dérive reste minoritaire. Finalement, la paléontologie et l'art sont, lorsque ces disciplines sont rassemblées, un bon moyen afin de faire naître ou d'alimenter dans l'imaginaire des spectateurs des réflexions vagabondes. Art et science. Limitrophes de la théorie et de la conceptualisation, déclaration d'amour torride entre les idées et les représentations, rapprochement lascif entre deux domaines qui par leur opposition s'attirent inlassablement et ne peuvent être dissociés l'un de l'autre que par l'ignorance ou la crédulité. Que serait l'art sans la science et inversement? Qu'aurait été notre monde sans Léonard de Vinci ou Jules Verne? Que serait devenue la philosophie sans les fables et autres gravures qui les accompagnent? Que seraient les décors de nos œuvres cinématographiques sans les multiples inventions qui accompagnent la vie du 7e art? Nous ne verrions pas l'industrie sans la gracieuse tour Eiffel. Nous n'aurions entreaperçu l'étendue des connaissances mésoaméricaines sans l'exploration de leurs bas-reliefs. Nous n'aurions sans doute jamais volé
si sans leur extrême jalousie, certains n'avaient pas souhaité imiter l'oiseau. Nous n'habiterions pas entre nos quatre murs si le coup de crayon ne s'était pas assuré. Nous n'aurions pas connu l'impressionnisme sans la faveur de la photographie nouvelle. Notre musique ne serait pas si belle sans un peu de savoir sur les ondes. N'est-il pas de toute beauté, n'est-il pas complètement artistique que d'admirer les couleurs d'un organe rendu en image 3D ? Les lignes de fuite de certaines navettes ne sont-elles pas d'une harmonie égale à celle des divinités célestes admirées par les anciens ? Il y aurait donc l'art de faire de la science et la science de faire de l'art. La science sans l'art ne serait qu'une suite de mots, de concepts, d'idées sans but, errant dans les esprits vides de sens, comme les photons traversant l'espace intersidéral nous apparaissant vides car encore inconnus. L'art sans la science se limiterait à des tableaux et racontards platoniques, des feuilles et pages maculées d'une bouillie infâme et indigeste. La lumière traverserait si vite notre cerveau d'un côté et la matière nous apparaîtrait si laide de l'autre que nous ne serions réduits qu'à cendres grises flottant dans un monde tout aussi morne. Nous n'aurions, faute de l'avoir vécu, aucune conscience de ce qu'aurait été un univers conjoint par art et science comme une entité présente et irréfutable. La conscience, l'afflux de nous qui transcrit les émotions en pensée et nous donne ce courage ingénieux d'exposer nos approximations jusqu'à en faire une réalité collective. La conscience d'ailleurs, est-elle une part du soi ou bien un courant, un champ, un phénomène évoluant de partout, prenant place dans le moindre élément et reliant le vivant et le non-vivant en un seul point de mouvement. Vision onirique ou métaphysique d'une représentation abstraite de l'énigmatique qui nous habite. D'ailleurs, la conscience a-t-elle conscience d'elle-même ? Réflexion vagabonde.